Bonjour à tous. Alors je sais, c'est la dernière présentation de la journée, c'est difficile. Pour moi aussi, rassurez-vous. D'attendre toute la journée pour parler devant vous, c'est pas évident non plus. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de open source sans burn-out et plus explicitement de gouvernance de projets open source. Du coup, je m'appelle Damien Mathieu, j'habite Toulouse, comme certains ici, et je travaille chez Elastic. Et je suis également contributeur pour le projet OpenTelemetry. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à peu près 99% de mon temps, peut-être un peu plus, est passé à contribuer à OpenTelemetry. Du coup, je travaille pour Elastic sur le projet OpenTelemetry. À côté de ça, je fais du kayak. D'ailleurs, on a un super spot de kayak à Toulouse. S'il y en a qui veulent démarrer, c'est tout à fait ouvert. Et je fais de la cuisine. Alors, une première question. Qui, parmi vous ici, maintient un projet open source ? Super, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de monde, c'est cool. Et parmi ceux qui maintiennent un projet open source, qui trouvent cela gratifiant? Alors, moins de monde quand même. Je pense qu'on l'a divisé à peu près par deux. C'est hyper intéressant. Du coup, vous êtes, j'espère, sur la bonne présentation. Parce que, alors, j'avais prévu qu'il y ait plus de monde qui trouve cela gratifiant, donc bon, c'est pas grave, le titre de la présentation, la slide va pas, mais tant pis. Du coup, on considère généralement c'est assez sympa de maintenir un projet open source sur le côté j'apprends des choses, je découvre des choses, je vais partager mon travail, ça peut mettre en avant les compétences techniques, etc. Et pourtant, si on regarde dans l'historique de certains, plutôt j'ai envie de dire petits projets, on peut voir des choses telles que Exi. Donc Exi, c'est un projet qui permet de faire de la compression de fichiers, qui est extrêmement utilisé notamment sur les gestionnaires de paquets. Du coup, pour compresser les dépendances que vous allez envoyer sur le gestionnaire de paquets, et ensuite, quand vous mettez à jour vos dépendances ou juste que vous buildez votre application, le code est décompressé avec Exi également. Du coup, en mars dernier, un chercheur en sécurité a découvert par hasard une backdoor dans ce projet Exi, qui était alors malheureusement injectée par un agent chinois, donc ça implique quand même de gros problématiques de sécurité. Et l'une des causes, et c'est là que c'est le point qui nous intéresse un peu plus, l'une des causes étant le manque de mainteneur du projet. C'est-à-dire que le mainteneur originel du projet était globalement tout seul sur ce projet-là. Une personne est arrivée, a commencé à faire 2-3 contributions. Du coup, c'était fortement bienvenu, s'est retrouvé comme mainteneur, et c'est là qu'il a mis la backdoor. Un deuxième exemple, en 2016, peut-être que certains se souviennent, le mainteneur du projet LeftPad. Donc LeftPad, c'était un projet en JavaScript qui globalement alignait du texte à droite. Donc ça rajoutait le nombre d'espaces qui allait bien au début d'une chaîne de caractères pour aligner le texte à droite, que ça soit toujours le même nombre de caractères. Du coup, en 2016, du jour au lendemain, le mainteneur de ce projet décide de supprimer intégralement le code non seulement du repository GitHub, mais également de NPM, cassant par la même occasion des milliers de projets qu'il avait en dépendance, pas forcément direct. Parce que si vous avez un projet qui a une dépendance, un projet A, une dépendance, un projet B, et le projet B a LeftPad en dépendance, LeftPad ayant disparu, B est cassé, A est cassé, et vous êtes cassé. Sauf que pour réparer, vous ne pouvez pas juste downgrader d'une version, parce qu'en fait, LeftPad n'existe plus. Du coup, il faut que B corrige en supprimant LeftPad, que A monte d'une version également en ayant la version montée de B, et que vous montiez d'une version de A aussi. Donc ça rend quand même la résolution du problème un chouïa compliqué. Et alors il n'y a, je crois, jamais eu véritablement de message explicite de pourquoi est-ce que la personne l'avait fait, mais globalement, toutes les suspicions et toutes les raisons qui ont été données sur LeftPad consistaient également sur un problème de burn-out de la part du mainteneur. Donc si on regarde sur les petits projets open source, on peut voir que, à première vue, il semblerait que beaucoup d'entre eux, beaucoup de mainteneurs de ces projets, soient en grande difficulté de maintien de leur projet parce qu'ils font cela seuls. Et du coup, à un moment donné, la vie fait qu'il y a d'autres priorités, que potentiellement on change de travail, que ce projet, on ne l'utilise plus et du coup, on arrête de le maintenir ou alors on continue à le faire, mais sans vraiment d'intérêt. Et d'ailleurs, ça se voit un peu dans les comics qu'il y a pas mal sur le net, notamment celui-ci que vous connaissez peut-être de XKCD, où on voit ici, en bas à droite, un tout petit projet maintenu par une personne que personne ne connaît au fin fond du Nebraska depuis 2003. Et par contre, on voit que si ce projet disparaît, on peut supposer que, tel un Jenga, tout va s'effondrer. Et là où c'est problématique, c'est que non seulement il y a ce petit projet-là qui pourrait tout faire s'effondrer, mais en fait, il y en a pas mal d'autres qui pourraient être exactement dans le même cas.
Et de la même manière, à l'opposé, certains projets ont quand même un assez franc succès, donc que ce soit Kubernetes, Rails, React, Mastodon, Linux, Firefox, WordPress, qui fait tourner quand même 40% du web. Du coup, on ne peut pas non plus dire que l'open source soit un échec. L'open source, ça fonctionne. Et donc, quel est le secret de ces projets qui marchent et comment reproduire ce secret à la maison? Alors déjà, je tiens à vous prévenir tout de suite, il n'y a pas de recette miracle ici. Je vais vous expliquer comment OpenTelemetry fonctionne. Je vais vous donner peut-être quelques billes qui sont mon opinion à moi. Vous ne serez pas forcément d'accord. Il n'y a pas de recette miracle et ça dépend véritablement de ce que vous souhaitez faire, de comment votre projet fonctionne et de ce que vous souhaitez faire. Et notamment, OpenTelemetry fonctionne de manière extrêmement démocratique et ce n'est pas du tout le cas de beaucoup d'autres projets ouverts. Donc du coup, dans cette présentation, je vous propose tout d'abord, je l'ai dit, de voir comment fonctionne OpenTelemetry, comment fonctionne la gouvernance d'OpenTelemetry. Ce n'est pas le fonctionnement technique du projet qui m'intéresse ici, c'est le fonctionnement de la gouvernance du projet. Suite à cela, ça va nous amener à comment rendre son propre projet open source viable et s'assurer que les projets que l'on utilise sont viables, ce qui, du coup, les projets que l'on utilise, si vous utilisez OpenTelemetry, peut nous ramener à la fin de comment fonctionne OpenTelemetry. Voilà, désolé, je ne sais pas pourquoi il clique 2 fois. Donc, démarrons sur OpenTelemetry. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment le projet en lui-même fonctionne. Donc, tout d'abord, OpenTelemetry, c'est un projet de la Cloud Native Computing Foundation, donc la CNCF. Donc ça aide déjà beaucoup parce qu'en fait, le but de la CNCF n'est pas de taper du code ou de maintenir explicitement un projet. La CNCF a pour but justement de favoriser une bonne gouvernance et une bonne viabilité de ces projets, avec des bonnes pratiques, avec de l'aide telle que potentiellement des analyses de sécurité, avec de l'aide qui peut être des moyens financiers, qui peut être des moyens de mise en place de conférences, etc. La CNCF gère quand même de gros projets tels que Kubernetes. OpenTelemetry, quant à lui, existe depuis 2019 et c'est quand même un projet assez actif, on peut le voir ici. Donc ici, il s'agit des données d'activité des projets de toute la CNCF entre juillet 2023 et juillet 2024. Du coup, on peut voir en X le nombre de pull requests et issues et en Y le nombre de commits logarithmiques. Et on voit OpenTelemetry tout en haut à droite, juste derrière Kubernetes là-bas. Donc, ce n'est pas un petit projet non plus. Donc, quand je parle d'OpenTelemetry, je ne suis pas non plus en train de parler d'un petit projet géré par 3 personnes qui ne serait pas adaptable à autre chose en production. Ce qui amène des bonnes choses, puisque ça amène des problématiques d'échelle, de grande échelle, et en même temps, potentiellement, sur un plus petit projet, n'aura pas du tout les mêmes problèmes et n'aura pas du tout, du coup, les mêmes solutions. Alors, je tiens à faire une petite digression. Ici, les données sont affichées avec le nombre de commits logarithmique, ce qui permet d'avoir un diagramme visible, lisible plutôt. Les mathématiques et les statistiques, on peut en faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Et du coup, si on regarde le même graphique avec les commits de manière linéaire, on voit quand même qu'OpenTelemetry est un peu derrière Kubernetes. Je tiens à le montrer parce que ce n'est pas non plus exactement le nombre de commits derrière Kubernetes. Par contre, effectivement, ici, c'est illisible et ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc le fonctionnement d'OpenTelemetry. Est-ce que certains connaissent ou ont utilisé OpenTelemetry ici d'ailleurs? Ok, donc je parle à une audience qui est déjà un peu connaisseuse, c'est cool. Donc, j'ai plus de micro. Mince. Est-ce que là c'est mieux? Ouais. Bah tant pis. Pardon. Je veux bien le micro. Tu l'as plus. Bon. Tant pis. Désolé. Ok, donc OpenTelemetry, c'est un méta-projet qui propose... Ça passe dans le code Lucene. Ça parle dans le code Lucene, oui. Ah, sinon, ouais, mais je préfère me pouvoir marcher. Du coup, voilà, OpenTelemetry propose diverses bibliothèques. C'est-à-dire que c'est un méta-projet, ce n'est pas un seul projet, donc vous ne pouvez pas dire en contribuant à OpenTelemetry que vous avez contribué à l'intégralité d'OpenTelemetry ou en étant un contributeur que vous êtes contributeur sur l'intégralité d'OpenTelemetry, le projet est trop gros. Donc l'idée va plutôt être que le projet va fournir non seulement ici des librairies qui permettent de faire de l'instrumentation de code, donc de générer des logs, des traces et des métriques, soit de manière automatique,
donc en se pluguant automatiquement sur votre application et en générant ces données de télémétrie automatiquement, soit de manière plus manuelle, du coup avec des API et des SDK. Par la suite, vous allez pouvoir envoyer vos données à un service externe, qui sera un service ouvert tel que Jaeger ou Zipkin, ou des services propriétaires tels que Elastic, par exemple. Vous allez également pouvoir, en fonction de l'échelle de votre plateforme, mettre en place un service fourni par OpenTelemetry, qui est le collecteur, qui du coup est un composant de OpenTelemetry qui va être capable de recevoir vos données de télémétrie, de les transformer et de les renvoyer ailleurs. C'est-à-dire que ça va vous permettre, par exemple, de rajouter des données de contextualisation sur le cluster Kubernetes sur lequel vous êtes à l'heure actuelle, où du coup, votre application n'aura pas besoin d'avoir cette notion-là de données de contexte. C'est le collecteur qui la rajoute et ensuite qui envoie les données à l'extérieur. Ça permet également, en mutualisant les données de télémétrie à un seul endroit, du coup, de faire des choses qui ne seraient difficilement faisables sur des applications autrement tournant sur plusieurs pods différents qui seraient tels que du sampling. Et du coup, une fois que vous avez envoyé vos données de télémétrie, donc OpenTelemetry ne fait que générer la donnée. Le but d'OpenTelemetry n'est pas du tout de l'afficher. Une fois que vous avez généré votre donnée, vous l'envoyez sur un service externe. Et là, vous pouvez l'afficher. Donc ici, vous avez une trace avec une requête HTTP qui fait appel à plusieurs méthodes et à plusieurs services externes. Donc ici, il s'agit d'une requête sur la démo de OpenTelemetry que vous pouvez récupérer directement sur GitHub également. Donc ici, par exemple, la visualisation d'une requête HTTP dans l'interface de Elastic. Voilà, donc ça, c'est globalement pour que fait OpenTelemetry et que propose OpenTelemetry. Mais donc, ce qui nous intéresse véritablement, c'est comment ça fonctionne en interne, non pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue humain au final. Donc comment est-ce qu'on construit, j'ai envie de dire un tel monstre, parce que quand on voit l'échelle de la taille du projet que j'ai mentionné tout à l'heure, en 5 ans, sans que tout n'explose, et bien évidemment, en évitant ceci. Donc tout d'abord, je le disais un peu tout à l'heure, OpenTelemetry est un métaprojet qui est constitué de dizaines d'autres projets qu'on appelle des SIG, Special Interest Groups. Donc chaque SIG est en soi son propre projet en interne d'OpenTelemetry. Il va y en avoir plusieurs, tels que OTLP. Donc OTLP, c'est un schéma protobuf permettant globalement de définir un schéma de transmission de données de télémétrie. Donc votre application va pouvoir encoder les données dans ce schéma OTLP qui vont être reçues par le collecteur ou par le service tiers, qui vont être retraitées et réenvoyées par le collecteur au service tiers, toujours potentiellement avec OTLP ou bien avec un protocole propriétaire. Le collecteur, j'en ai déjà parlé, c'est un composant qui permet l'ingestion, la transformation et l'export des données, mais également des projets tels que les conventions sémantiques qui permettent la standardisation des données. Par exemple, en s'assurant que le code de statut d'une requête HTTP est toujours http.response.statuscode. Qu'est-ce que ça permet, les conventions sémantiques? Ça permet au final de pouvoir construire des choses telles que des dashboards ou des alertes génériques qui vont être applicables à toutes vos applications, et vous n'aurez pas une application qui va avoir choisi d'un nom de métrique ou d'un nom d'un attribut pour une trace pour signifier la même chose. Quand on veut dire la même chose, on utilisera toujours le même nom, ou alors on sort des conventions sémantiques. À côté de ça, le projet a également diverses SIG transversales qui permettent au projet plus de fonctionner, qui ne sont pas sur un truc spécifique, mais qui vont plus être à travers plusieurs autres SIG, donc tels que les communications, donc ça c'est le blog public, les expériences contributeurs, ça va être l'expérience des personnes qui viennent contribuer au projet, développeur expérience, ça va être l'expérience des utilisateurs du projet, etc. Du coup, je les ai listés ici. Voilà. Et le gros des SIG, parce qu'au final, un peu la devanture d'OpenTelemetry que vous allez voir si vous commencez à utiliser le projet, ça va plutôt être les implémentations. Donc il y a de multiples implémentations officielles d'OpenTelemetry, que ce soit en C, en PHP, en Java, en Rust, en Go, etc., qui vont toutes tenter de ressembler à peu près à la même chose. Donc par exemple, si je prends cet exemple en Go, où du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? On simule le lancer d'un dé. Donc lancer d'un dé, qu'est-ce que ça veut dire? On génère un nombre aléatoire. Donc tout d'abord, on récupère un tracer qui va nous récupérer la configuration globale d'OpenTelemetry. Donc en gros, on récupère l'objet qui va être capable de savoir qu'est-ce que je fais de mes données de télémétrie, où est-ce que je les envoie.
Et à chaque fois qu'on lance notre dé, on démarre une span. Et alors en Go, le terme differ permet d'être exécuté à la fin de la méthode automatiquement. Du coup, on peut dire directement, à la fin de ma méthode, tu termines mon span. Et du coup, par la suite, on gère notre nombre aléatoire. Et ici, avec ça, on a juste du tracing avec OpenTelemetry, où on va savoir à quel moment est-ce qu'on exécute cette méthode et à quel moment est-ce qu'elle se termine, combien de temps elle prend à s'exécuter. Alors bien évidemment, ça ne fait rien, donc ça va être très court. Si on visualise ça sur nos quêtes HTTP qui fait plusieurs lancers, à chaque fois, on est sur 0 nanosecondes. Ce n'est pas hyper intéressant comme données ici, c'est plutôt pour l'exemple. C'était pour vous montrer juste l'exemple de comment une implémentation fonctionne. Derrière, parce que je vous ai montré ici en Go, si derrière, on passe sur un langage tel que JavaScript, par exemple, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, c'est que on constate des points similaires, alors quelques points différents qui vont globalement être dus aux conventions ou au fonctionnement du langage. On va récupérer un tracer, toujours, qui va récupérer notre configuration et nous permettre de faire les traces. Et à chaque fois qu'on lance notre dé, on démarre un span. Alors, c'est ici que la différence se fait, parce qu'en Go, on a forcément un contexte implicite. Le langage Go ne permet pas d'avoir un contexte explicite en disant « je suis ici à l'intérieur d'un callback, et tout ce qui se passe, tout ce que je fais appel à l'intérieur de ça, doit dépendre du même contexte que le contexte parent. » Du coup, on est obligé d'avoir un objet contexte explicite, alors que dans un langage comme JavaScript, on peut avoir un contexte implicite où du coup, on va démarrer ici une méthode, on la termine ici, et ça nous fait notre contexte de span. On termine notre span après avoir généré le nombre aléatoire et on retourne notre nombre aléatoire. Ici, ça fait la même chose. Et c'est là que c'est intéressant, effectivement, parce que vous pouvez voir quand même, malgré les quelques différences de langage, quand même l'idée d'avoir une grande similarité entre toutes les implémentations, ce qui s'entend fortement, parce que OpenTelemetry, au final, même si c'est de multiples sous-projets, c'est un seul projet. Si chaque implémentation fonctionnait un peu en autarcie dans son coin, en faisant les choses, en se disant bah, moi j'ai tel problème, je vais le corriger avec telle solution, et que tel autre SIG disait moi j'ai le même problème, je vais le corriger avec telle autre solution, bah, en fait c'est plus un seul projet, c'est 10 projets différents dans 10 langages différents, et à chaque fois que vous passez à un langage différent, il faut réapprendre le fonctionnement de cette implémentation. C'est pourquoi OpenTelemetry, pour coordonner tout cela, se base énormément sur des spécifications. Alors on ne parle pas de spécifications de cycle en V ou ce genre de choses. On parle véritablement de spécifications de comment doit fonctionner de manière similaire l'intégralité des implémentations si elles veulent être conformes. Donc on parle plutôt de spécifications de conformance à la spécification d'OpenTelemetry. Donc dans le but d'avoir toutes les bibliothèques fonctionnant de manière similaire. Elles sont bien évidemment la source de référence, c'est-à-dire que dans le doute, c'est toujours la spec qui a raison si elle définit quelque chose. Si deux SIG ne sont pas d'accord avec quelque chose que la spec ne le définit pas, à ce moment-là, il faut le définir dans la spec. C'est la manière de faire de la médiation et que les deux SIG se mettent d'accord sur la chose. Si la spécification le définit déjà, bien évidemment, il n'y a plus de questions à se poser et c'est la SIG qui est en désaccord avec la spécification qui a tort. Évidemment, il y a toujours une limite à ça et trop de spécifications détruit la spécification. Du coup, une bonne règle, c'est la règle de 3. Si 3 implémentations ont le même besoin ou doute, alors une modification de la spécification pourra être nécessaire. Prenons un exemple. Imaginons qu'on souhaite définir une spécification implémentant ce pseudocode ici. Donc on a une interface animale avec un nom et est-ce que l'animal a atteint son âge adulte ou pas. On va faire une implémentation en Ruby qui va ressembler à ça. Donc déjà, on constate une première différence par rapport au pseudocode qu'on a donné juste avant sur la spécification, c'est que on n'a pas nommé la méthode isAdult, on l'a nommé juste adulte pour l'interrogation. C'est une convention en Ruby. Étant donné qu'on a le droit à des caractères tels que les points d'interrogation dans les noms de méthodes, la convention veut que si on retourne un booléen, on appelle juste la méthode pour l'interrogation. On n'a également pas nommé la méthode name avec un N majuscule, à nouveau pour des conventions en Ruby. Maintenant, si on fait la même implémentation en Go, avec la contrainte que name et isAdult n'ont pas été mis en place dans la spécification en même temps, et que name était stable avant que isAdult n'arrive. On ne va pas pouvoir en Go avoir une seule interface qui implémente tout, parce que si en Go, on met name et isAdult dans la même interface, c'est un breaking change. Parce que toute personne qui avait déjà implémenté l'interface en mettant uniquement name va devoir rajouter isAdult, et du coup, notre spécification précédente n'est plus du tout compatible, est un breaking change pour Go. Ça veut dire que l'implémentation Go doit faire une release de la V2. Ce qu'on n'a pas forcément envie de faire juste pour rajouter une méthode.
Du coup, en Go, on va définir une deuxième interface qui va permettre juste de dire ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté par la suite et on cherche à savoir si on implémente également cette interface-là. Du coup, on peut voir ici que écrire nos spécifications au pseudocode, même si à première vue, de manière, j'ai envie de dire, un peu naïve, ça peut sembler suffisant parce que là, on décrit bien à quoi notre interface notre implémentation doit ressembler. Mais du coup, ce n'est pas suffisant parce que ça ne décrit pas suffisamment le comportement et le contexte et l'historique un petit peu de ce qui doit se passer. Heureusement pour nous, il y a un truc que les êtres humains ont inventé il y a environ 4000 ans et qui s'appelle la littérature. Donc on va écrire plutôt notre spécification de ce type-là. Donc ici, on décrit qu'on décrit un animal. La première phrase nous donne juste un contexte. Donc on dit qu'un animal est là pour décrire des animaux. Voilà, là, ce n'est pas notre spécification encore. Ça permet juste de dire voilà où est-ce qu'on en est et voilà ce à quoi t'attendre. Ensuite, on arrive véritablement dans la spécification où là, on va dire que notre interface animale doit impérativement, c'est le must en majuscule, fournir une méthode pour retourner le nom de l'animal. Vous noterez qu'on ne spécifie pas le nom de la méthode, c'est au langage de le définir en fonction des conventions du langage. Et de la même manière, un animal doit tout faire pour, donc le should en majuscule, c'est il faut le faire, mais il y a certains cas où ça ne s'applique pas et où ça ne sera pas nécessaire et où on ne le fera pas. Retourner une méthode qui indique si l'animal a atteint son âge adulte ou pas. À nouveau, vous constatez qu'on ne force pas un nom de méthode, on indique juste ce que doit faire la méthode et il est laissé à la convention du langage de laisser ces choses-là. Ce qui va nous permettre au final d'être beaucoup plus explicite et en même temps plus permissif dans notre spécification et de laisser à la fois d'être extrêmement déclaratif sur les choses qu'on veut extrêmement déclaratives et en même temps de laisser la possibilité aux implémentations d'être beaucoup plus libres sur certaines choses qui sont spécifiques au langage. Alors, attention, des spécifications sont extrêmement utiles si vous avez besoin de coordination entre de multiples personnes. Probablement pas, du moins pas des spécifications de ce type-là, si vous travaillez seul ou à deux. C'est-à-dire que si vous travaillez sur une implémentation qui n'existe qu'une seule fois, dans un seul langage, vous n'avez probablement pas besoin de vous embêter à écrire des spécifications. Votre spécification, c'est votre code. Par exemple, OpenTelemetry écrit des spécifications pour les SDK, qui existent dans de multiples langages, mais pas de spécification pour le comportement du collecteur, qui lui, par contre, est unique. Et du coup, la spec du collecteur, c'est le code du collecteur. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas écrire de documents d'architecture, de documents de design et de documents qui pourraient partiellement ressembler à une spécification ou ce à quoi la chose va ressembler une fois qu'elle est implémentée, mais qui permettent d'obtenir un consensus. La spécification reste dans le temps et est mise à jour au fur et à mesure, est vraiment une documentation vivante de à quoi doit ressembler une implémentation qui respecte la conformance par rapport aux demandes du langage. Alors, je vais m'arrêter là sur les spécifications parce que ce n'est pas l'objectif de cette présentation d'aller plus loin là-dessus. Cela dit, c'est une compétence que je vous recommande fortement d'apprendre. Ça pourrait être sa propre présentation. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler et puis pourquoi pas un prochain DevFest. Revenons-en aux implémentations. Donc, comment fonctionnent les SIG d'implémentation en interne d'OpenTelemetry? Globalement, le fonctionnement est à peu près similaire sur l'intégralité des SIG. Ce qui est plutôt une bonne chose, étant donné qu'à nouveau, c'est plein de petits projets, mais c'est quand même un seul grand projet au final. Alors, je vais vous parler de la SIG Go, parce que je suis mainteneur de cette SIG, donc au final, c'est quand même celle que je connais le mieux. Et du coup, de comment fonctionne cette SIG et potentiellement, dans les fonctionnements de cette SIG, qu'est-ce que vous pouvez tenter d'adapter sur vos propres projets et les petits trucs qui peuvent être intéressants ou qu'on ne voit pas forcément beaucoup. Donc, que fait la SIG Go? Je vous ai déjà montré un peu ce code-là tout à l'heure. Comme chaque implémentation, donc fournit une librairie télémétrie qui, on l'a déjà vu tout à l'heure, permet de faire du tracing, mais également, on ne le voit pas ici, des métriques et des logs. Donc, de générer de la télémétrie, d'exporter cette télémétrie. Mais également, une liste de bibliothèques qui se connectent à d'autres pour les instrumenter. Par exemple, une bibliothèque hôtel HTTP qui permet d'instrumenter un serveur HTTP et les requêtes sortantes. C'est-à-dire que vous allez mettre en place votre serveur HTTP en Go,
vous allez rajouter le middleware qui va bien sur votre serveur HTTP, et toute requête qui va rentrer sur votre serveur va automatiquement avoir des traces, des métriques, que vous n'avez plus qu'à du coup configurer pour exporter. Donc, vous n'avez pas besoin de générer les données de télémétrie vous-même sur ce genre de choses, telles qu'un serveur HTTP ou le module de base de données, ou d'autres modules fortement utilisés. L'outil le fait pour vous, et vous avez juste à vous préoccuper de la télémétrie de votre code métier à vous. Donc l'activité sur le mois d'octobre, donc bon, voilà, c'est pas forcément entrer dans les détails, mais c'est juste pour montrer que la SIG est quand même relativement active au niveau des SDK, donc avec 46 commits par 17 contributeurs différents. C'est assez intéressant, je trouve, le côté des 17 contributeurs différents, qui montre bien qu'il ne s'agit pas, et je pense que c'est un signe de bonne viabilité d'un projet, qu'il ne s'agit pas juste de 2 personnes qui font l'intégralité du travail. Évidemment, bon, c'est ce que je viens de dire, il y a des contributeurs réguliers et des personnes qui viennent pour la première fois. Et les personnes qui viennent pour la première fois, ça ne veut pas dire que tout le monde est mainteneur. Heureusement, tout le monde peut en devenir un. Et d'ailleurs, le projet le documente explicitement, comme toutes les SIG d'OpenTelemetry d'ailleurs, la liste de tous les contributeurs actifs ainsi que leur grade, entre guillemets, avec gros guillemets sur grade. Et là, c'est là que c'est un point que je trouve qui est intéressant justement, c'est que c'est quelque chose qu'OpenTelemetry décrit fortement explicitement. Alors j'ai vu d'autres projets open source et des gros par le passé, où globalement on contribue au projet, et puis un jour, parce qu'on a contribué suffisamment, quelqu'un nous dit « Est-ce que tu veux rejoindre la core team ?» Et il n'y a rien entre les deux. Et ça fait quand même, je trouve, un gap entre les deux, entre le mec qui vient juste contribuer de temps en temps et le mec qui est dans la core team, qui est assez gros. Ici, du coup, on voit quand même 4 niveaux de contribution différents. Donc, le premier va constituer juste à être membre de l'organisation GitHub. Donc, ça n'apporte strictement rien, mis à part avoir le logo OpenTelemetry sur son profil GitHub. Le deuxième permet à la personne de faire plus les tâches administratives. Donc au final, ça va être mettre des labels sur des issues, fermer des issues. Et au final, cette idée, c'est quelqu'un qui va commencer à plus s'investir dans le projet et qui va être capable, à une question qui va être répondue correctement, l'issue n'est pas fermé. On ne va pas avoir besoin d'appeler un mainteneur pour que l'issue soit fermée ici. L'approuveur, ici, lui, il va avoir le droit d'approuver les pull requests. Donc ça va être effectivement une marque verte et pas une marque grise sur GitHub. La plupart des SIG OpenTelemetry requièrent 2 approbations pour chaque pull request mergé. Donc au final, avoir des approuveurs permet plus facilement de merger les pull requests, même si eux ne peuvent pas les merger. Les mainteneurs vont le faire, mais le fait de merger une pull request est au final quelque chose d'assez de côté, je ne peux pas forcément dire anecdotique, mais la véritable tâche d'un mainteneur, ça va être de définir la direction et les priorités du projet. Donc, ça va être par exemple de dire, bah non, à l'heure actuelle, l'implémentation, elle travaille sur les traces parce qu'on va tenter d'avoir ça stable tout d'abord, et après on verra pour les métriques et les logs. Voilà. Un autre point, c'est que on dit la communication RN. Du coup, chaque SIG se retrouve de manière synchrone, de manière régulière, donc que ce soit toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour discuter des problèmes potentiellement bloquants ou obtenir un consensus difficile à trouver. Alors ça, à nouveau, j'ai vu des projets assez gros dans lesquels j'ai contribué par le passé, qui faisaient que de la communication asynchrone. Et en fait, c'est sympa de communiquer uniquement par issue, mais quand on a un problème et qu'on n'est pas forcément d'accord, ou qu'il y a juste un quiproquo entre 2 choses, entre 2 personnes, et que ça se passe uniquement sur des issues, potentiellement, ça peut prendre des fois 1 semaine, 15 jours, avant qu'on comprenne qu'on a eu un quiproquo et qu'il n'y a pas eu de problème depuis le début. Alors que juste un zoom, donc ici vous avez une capture d'écran de la SIG Go sur une réunion, faite avec l'approbation des personnes sur la vidéo et l'image évidemment, permet bien souvent de résoudre quelque chose qui aurait pris beaucoup plus de temps à se résoudre, juste en 3 minutes de discussion. Voilà pour le fonctionnement des SIG, des spécifications et des implémentations. Mais pour l'instant, je parle uniquement de un peu les gens qui ont les mains dans le cambouis. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt la gouvernance générale. Et les choses qui fonctionnent uniquement par SIG, ça va jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il y a quand même besoin de coordination au niveau du projet. Et pour ça, OpenTelemetry a 2 comités.
le comité technique et le comité de gouvernance. Alors j'ai pris le code couleur bleu pour chacun sur les slides enfin bleu et rouge pour chacun des deux comités sur les slides qui suivent. Donc ces deux comités permettent de favoriser une coordination plus globale dans le projet. Donc le comité technique, lui, est responsable du processus de développement et des standards, c'est-à-dire qu'il est constitué d'experts du projet et il apporte une vision technique globale. C'est un peu, on pourrait prendre un raccourci en disant que c'est les architectes du projet. Ils ont également comme rôle de faire la médiation de consensus technique. Donc si deux SIG ne sont pas d'accord sur un point spécifique, potentiellement, le comité technique va pouvoir être appelé pour venir chercher à comprendre le problème et faire de la médiation avec de la médiation technique entre les contributeurs. Le comité de gouvernance, quant à lui, est responsable de définir et de maintenir la vision, les valeurs et les objectifs du projet. Donc ils sont vraiment plus sur le côté, on pourrait presque dire que si on peut faire un peu une analogie politique, le comité technique pourrait être le pouvoir législatif et le comité de gouvernance le pouvoir exécutif. Et du coup, par exemple, c'est le comité de gouvernance qui détermine le fait que le rôle d'OpenTelemetry, qui donne des limites, telles que le rôle d'OpenTelemetry, c'est d'émettre des données de télémétrie et de les envoyer, mais ce n'est pas d'avoir une interface permettant de visualiser les données de télémétrie. Il y a quelques mois, il y a eu pas mal de discussions sur est-ce qu'OpenTelemetry devrait travailler sur un outil desktop, donc une application qui tournerait sur les machines de développement pour visualiser les données de télémétrie en développement. Et la réponse est non. Il y a des outils qui existent. Par exemple, Jaeger peut très bien tourner sur la machine de développement. L'objectif d'OpenTelemetry, c'est juste de générer la donnée de télémétrie. Ce n'est pas de la visualiser. Donc le comité de gouvernance va avoir comme rôle de définir les limites sur ce genre de choses, notamment sur... voilà. Le comité technique et de gouvernance sont tous les deux élus de manière différente, parce que leurs objectifs sont différents. Donc le comité technique est élu par les membres du comité technique, donc par leurs pairs. Ce qui peut se comprendre, je trouve, étant donné qu'il s'agit de personnes qui sont expertes sur le sujet, on va prendre des gens qui démontrent leur expertise par leur contribution de manière globale sur le projet. Le comité de gouvernance, lui, est élu par la communauté. Tous les ans, la moitié du comité est renouvelée pour un mandat de 2 ans. Donc la dernière élection a eu lieu il y a 15 jours. Et n'importe quelle personne qui a, je crois que c'est plus de 5 contributions, peut se présenter au comité de gouvernance et voter pour le comité de gouvernance. Alors si vous arrivez, que vous n'avez que 5 contributions, vous n'avez pas grand chance d'être élu, hein, mais en tout cas, vous pouvez vous présenter. Alors attention, parce que quand on parle, je mentionnais le terme architecte sur le comité technique, quand on parle d'architecte, généralement, on imagine un peu la tour d'Ivoire, ou Barad-dûr dans le cas de Sauron, dans Le Seigneur des Anneaux. L'idée, c'est absolument pas d'être là-dedans, et c'est pourquoi chaque SIG a besoin de 2 sponsors, qui seront membres de l'un ou de l'autre des comités, et dont le rôle ne sera pas forcément d'être ultra présent et de définir les priorités de la SIG. Ce n'est pas des mainteneurs de la SIG, mais ils sont là effectivement pour s'assurer que la SIG fonctionne bien, pour contribuer de temps en temps, mais au final, ça leur permet de rester présents, à ne pas être que sur la vision à 10 000 mètres d'altitude. Voilà pour la présentation un peu du fonctionnement d'OpenTelemetry. Alors à nouveau, on n'a que 45 minutes. Il y a beaucoup de choses à en dire, potentiellement. C'est effectivement un peu un raccourci sur tout ce qui pourrait être dit. S'il y a des points qui vous intéressent spécifiquement, n'hésitez pas à venir m'en parler à la fin de la présentation. Comme promis, le point suivant va être comment est-ce que je peux rendre mon projet viable et m'assurer évidemment que les projets que j'utilise sont également viables. Alors à nouveau, il n'y a strictement rien de magique, il n'y a pas de recette miracle, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça va véritablement dépendre de ce que vous faites, votre projet, de la taille, du contexte, de l'historique, etc. Mais peut-être que on peut... Alors déjà, sur des points intéressants et qui vont pas mal dépendre des réponses que vous pourriez chercher, tout d'abord, c'est déterminer quel est l'objectif du projet. Alors bien évidemment, cet objectif peut changer avec le temps. Mais est-ce que, par exemple, le projet a un but de découverte ou d'apprentissage? Parce qu'au final, une des meilleures manières d'apprendre une nouvelle technologie ou une technique, c'est de la pratiquer. Et dans ce cas-là, on peut très bien se dire, eh ben voilà, j'ai envie d'apprendre à faire du Rust. Je vais faire un projet open source en Rust qui va me servir que à moi, mais ça va me permettre d'apprendre Rust. Alors dans ce cas-là, j'ai déjà envie de dire, de toute façon, allez-y, parce que l'objectif, c'est d'apprendre. L'objectif, c'est pas que d'autres personnes utilisent votre projet.
Si votre projet disparaît par la suite parce que vous avez arrêté d'apprendre Rust, parce que vous passez à autre chose toujours avec du Rust, ou juste que vous en avez marre, c'est pas très grave. Pensez peut-être juste à documenter sur le projet le fait qu'il ne devrait pas être utilisé en production et qu'il peut disparaître du jour au lendemain, un peu comme Leftpad a disparu du jour au lendemain. Et n'oubliez pas que l'objectif, si c'est la découverte et l'apprentissage, au final, c'est d'apprendre et de s'amuser. Si vous arrêtez de vous amuser, c'est peut-être le moment d'arrêter ce projet. Maintenant, imaginons qu'après plusieurs analyses, vous avez déterminé qu'une technologie qui vous manque et qui n'existe pas, ou alors uniquement de manière propriétaire, vaut le coup d'investir dans son développement pour aller en production. Alors là, c'est une histoire tout à fait différente. Mais déjà, félicitations, parce que ça demande du courage. Et comme Gandalf le dit à Frodon, c'est très dangereux de passer le cap de sa porte, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va poser les pieds et on ne sait jamais où est-ce qu'on va se retrouver. C'est un peu la même chose en lançant un projet open source qui peut se retrouver en production. On ne sait pas du tout s'il va être utilisé uniquement par soi ou alors par l'intégralité des entreprises du CAC 40, par exemple. Un point extrêmement important, je ne l'ai pas forcément dit énormément sur OpenTelemetry, mais c'est trouver un sponsor financier, tel que votre employeur. Si la problématique qui vous amène à créer un projet est une problématique qui arrive sur vos heures de travail, en soi, il n'y a pas de raison que vous travailliez sur ce projet le soir et le week-end, puisque le premier bénéficiaire du projet, ça va être votre employeur. Donc, obtenez l'assentiment de votre employeur d'abord pour travailler sur le projet pendant vos heures de travail. Évitez de travailler dessus pendant le soir et le week-end. On ne demanderait jamais à un coiffeur de s'amuser à faire des formations supplémentaires ou à inventer des nouvelles méthodes le soir et le week-end. Il va tester ça sur des clients pendant ses heures de travail. C'est peut-être une seule chose à retenir, je pense, selon moi, sur la viabilité d'un projet, quand on voit les projets, du moins de personnes indépendantes, c'est que ce sont jamais ou très rarement des projets qui ne sont travaillés que le soir et le week-end. Il y a dans 99% des cas de projets qui sont véritablement viables, un sponsor financier derrière. La deuxième chose, c'est que taper du code, en soi, c'est facile, en fait. Et si vous avez une problématique, vous avez probablement déjà une idée sur la manière de résoudre cette problématique. Et la résolution, ce n'est pas forcément le plus difficile. Par contre, obtenir des personnes qui vont venir contribuer à votre projet, construire une communauté autour du projet, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Et du coup, c'est quelque chose qui commence à se construire dès le début du projet. Ce n'est pas forcément la peine d'attendre que vous ayez une version ultra stable pour commencer à trouver des contributeurs. Au contraire, ça se trouve, vous allez rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que vous et qui vont vouloir commencer à contribuer dès le départ. Et votre communauté, elle commence à se construire dès la première ligne de code. Un projet qui va en production, au final, ça ne se construit pas tout seul. Une des manières de faire ça, ça va être de ne pas résoudre vous-même les quick fix, ou du moins pas tout de suite. Mettons que quelqu'un ouvre une issue sur votre projet en disant « j'ai tel problème », et vous savez que c'est un problème un bug qui va vous prendre 30 secondes à corriger, ne le faites pas. Tout simplement parce que vous, en tant que mainteneur, vous avez une bonne connaissance de à quoi ressemble le code, quelles sont les difficultés du code, où doit aller le projet. Quelque chose qui prend 30 secondes à corriger, c'est un excellent exemple pour quelqu'un qui souhaite commencer à contribuer sur le projet et qui du coup va pouvoir passer plus de 30 secondes à résoudre le problème, bien évidemment, mais commencer à comprendre la base de code. La deuxième chose, c'est apprenez à dire non plus souvent que vous ne dites oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive et qui vous demande une nouvelle feature, la première bonne réponse est probablement non. Et après, si potentiellement la personne vous fait changer d'avis ou que vous avez un nombre de demandes de cette nouvelle feature qui est suffisamment élevé, vous allez potentiellement pouvoir dire oui. La raison, c'est que vous pouvez toujours revenir sur un non. C'est-à-dire que quand vous dites non à une nouvelle feature, vous pouvez toujours par la suite changer d'avis et dire « Ah bah en fait, c'est pas con et on va le faire ». Si vous dites oui, là par contre, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez jamais retirer la feature. Le jour où vous choisissez de retirer une feature, les utilisateurs vont potentiellement vous dire « Toi, tu considères que c'est pas utile et qu'il n'y en a pas besoin dans ce projet. Moi, je considère que si, donc j'arrête d'utiliser ton projet. » N'oubliez pas non plus de ne pas trop vous prendre la tête non plus, parce que même si vous démarrez un projet en production, au final, vous le démarrez pour probablement un utilisateur. Et du coup, j'ai envie de dire, de la même manière que sur les projets d'apprentissage et de découverte, n'hésitez pas à vous lancer non plus. Enfin, si vous utilisez des projets libres, alors en fait, on va enlever le « si », parce que vous en utilisez forcément.
que ce soit, j'en ai déjà cité plusieurs tout à l'heure, mais que ce soit Linux, Docker, Firefox, WordPress, Kubernetes ou beaucoup d'autres. À ce moment-là, l'open source, ça ne vit pas tout seul non plus. Déjà, félicitations, parce qu'en fait, vous faites déjà partie de la communauté de l'open source. Et ça, c'est cool. Et certaines personnes se disent parfois, trop bien, l'open source, souvent, ça veut dire gratuit. Et du coup, ça veut dire que je n'ai pas du tout à payer. Alors malheureusement, nous vivons dans une société capitaliste où rien ne fonctionne sans rien. Et comme on le dit souvent, si vous utilisez un produit d'une entreprise gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. L'entreprise va revendre vos données. Dans le cas de l'open source, si vous utilisez un projet open source sans contribuer, au moins en signalant des bugs, ou alors financièrement, ça veut dire que le produit, c'est le mainteneur. Et au final, il n'y a qu'un pas jusqu'à dire que c'est un peu de l'abus d'être humain que d'utiliser comme ça du travail de manière gratuite. Comment rendre ces projets viables? Tout d'abord, évidemment, à nouveau, on vit dans un monde capitaliste en les sponsorisant. Donc, à nouveau, sur l'exemple du XKCD tout à l'heure, ici, si 3 personnes sponsorisent le projet de Roger, eh ben, peut-être que le projet sera plus viable parce que la personne aura non seulement plus de motivation, mais plus de temps pour pouvoir contribuer à ce projet. Alors attention, parce que si c'est 3 personnes qui le font et que c'est un travail à temps plein, ce n'est pas 3 fois 10 $ par mois qui vont pouvoir payer le loyer. Malheureusement, sur les développeurs open source indépendants, c'est encore assez problématique le financement de ces personnes-là, mais ça commence tout doucement à changer. Par exemple, il y a un consortium d'entreprises qui vient de se lancer assez récemment, le consortium Open Source Pledge, qui exige de toutes les entreprises qui contribuent à ce projet 2 000 $ par an et par développeur dans la société. Donc si vous avez 5 développeurs employés dans votre société, vous allez payer 5 fois 2 000 $ par an. Ça fait 160 $ par mois. Quand on ramène ça à la comparaison du salaire d'un développeur, au final, 160 $ par mois, c'est quand même pas énorme, je trouve, pour une entreprise. Mais vous pouvez potentiellement ne pas pouvoir ou pas vouloir contribuer financièrement à un projet, auquel cas, la solution pour rendre à ce projet open source, c'est d'aller y contribuer. Alors, d'aller y contribuer en corrigeant les bugs quand vous en découvrez, évidemment, mais potentiellement d'aller contribuer en cherchant à devenir mainteneur du projet et en contribuant régulièrement. Alors déjà, si vous cherchez à faire ça, mon premier conseil, c'est ne contribuez pas en arrivant directement avec une grosse fonctionnalité. Si vous souhaitiez participer à une association en étant bénévole, vous n'arriveriez pas comme ça, tout frais, en disant « Coucou, votre truc, il ne marche pas, et il faut changer ça, ça, ça et ça. » Vous allez vous faire envoyer bouler et ça sera normal. Comment est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à contribuer sur cette association, et puis au fur et à mesure, vous allez gagner de l'influence. Ce qui va vous permettre à terme de proposer des vrais changements et de proposer potentiellement des nouvelles modifications. C'est d'ailleurs pour ça que des entreprises comme Elastic contribuent à des projets comme OpenTelemetry. C'est parce qu'on vend un projet de télémétrie, on vend un projet d'observabilité, pardon, et on cherche à avoir de l'influence dans les projets comme OpenTelemetry pour pouvoir, au final, faire que le projet n'aille pas dans n'importe quel sens et qu'il aille aussi dans un sens qui nous convienne, quoi. Si vous commencez à contribuer, c'est à votre tour, au final, sur les quick fix dont je parlais tout à l'heure, c'est à votre tour de les résoudre en répondant aux questions sur les issues, par exemple, ou en trouvant les bugs qui ont été corrigés rapidement pour commencer à vous familiariser avec la base de code. Et enfin, si vous cherchez à vous investir sur le long terme sur un projet, communiquez avec les mainteneurs. Alors, potentiellement, le projet, si vous avez de la chance, va avoir une réunion synchrone de manière régulière. Si ce n'est pas le cas, proposez au mainteneur principal de discuter avec lui de manière directe, en lui disant que vous cherchez à vous investir dans ce projet, savoir quelle vision il a pour le projet, comment est-ce qu'il a besoin d'aide et comment est-ce que vous pouvez faire pour vous investir plus dans ce projet-là. Au final, avec, je pense, ces nombreuses mais petites choses, on peut probablement transformer la dernière case ici, où le développeur open source fait son travail uniquement dans son lit le soir alors que son conjoint dort, la lumière éteinte, en quelque chose de plus viable. Alors, on n'ira peut-être pas jusque là, mais on peut trouver un juste milieu où l'open source sera véritablement viable pour tout le monde et où, au final, on pourrait espérer que dans beaucoup de cas, pas forcément 100% des cas, mais l'open source soit mieux que le logiciel propriétaire.
Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, alors on n'a plus le temps là maintenant parce qu'il reste 30 secondes, mais vous pouvez me contacter par mail ou sur Mastodon ou bien juste après la conférence ici même. Merci.